Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, d'une peintresse qui a connu plusieurs carrières puisque elle est ensuite devenue maîtresse d'école. Dans les biographies ou les livres que j'ai vus sur elle, on parle surtout de Maria Kossoue par rapport aux hommes célèbres qu'elle a connus, qu'elle a côtoyés. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter un peu plus son histoire. Maria Hadfield est née le 11 juillet 1760 à Florence. Elle est issue d'une famille de marchands anglais prospères qui ont émigré à Florence. Petit détail qui a son importance, ses parents étaient de religion anglicane, qui est un courant du protestantisme, mais ils se sont ensuite convertis au catholicisme. Maria s'entend plutôt bien avec son père, mais pas très bien avec sa mère. Elle a deux jeunes frères, William, surnommé Melmo, et George, ainsi que deux jeunes sœurs, Charlotte et Elisabetta, surnommée Bettina. Elle est anglaise, mais elle s'est toujours sentie davantage italienne. Alors qu'elle est dans une école religieuse, elle s'initie d'abord à la musique. Elle apprend la harpe, l'orgue et le clavecin. Elle joue d'ailleurs devant le grand-duc, le frère du roi d'Angleterre, mais très vite, elle se sent irrésistiblement attirée par la peinture. Son père l'envoie d'ailleurs étudier les beaux-arts à Rome. C'est une jeune fille qui aime faire la fête, qui aime l'opéra. Malheureusement, ces bons moments ont une fin. Son père décède, sa famille devient de plus en plus pauvre et en 1779, la mère de Maria décide que toute la famille doit rentrer en Angleterre, à Londres. Maria est triste de quitter l'Italie qu'elle a toujours connue, mais bien sûr, elle n'a pas vraiment son mot à dire. À Londres, elle rencontre un autre artiste, Monsieur Richard Kossoue. Lui, il est spécialisé dans la peinture de miniatures. Les miniatures, ce sont de tout petits tableaux. Rapidement, Richard demande Maria en mariage. Maria, elle est pas vraiment contente. Elle trouve que Richard est bien sympa, mais bon, il est pas très beau, il est petit, il a 37 ans alors qu'elle en a 20. En plus, il est protestant et elle est catholique. Elle préférerait devenir nonne et entrer dans un couvent, mais sa mère s'y refuse. Sa mère lui dit « Écoute Maria, t'as déjà laissé passer 2 demandes en mariage, ça suffit. En plus Richard, il est riche, c'est un bon parti. » En tant que fille aînée, Maria accepte finalement d'épouser Richard. Ils se marient en 1781 alors qu'elle est encore mineure, qu'elle n'a pas encore 21 ans. Maria n'est pas amoureuse de Richard, mais ils arrivent quand même à trouver un terrain d'entente. Elle pose pour lui et Richard lui permet d'ailleurs de pouvoir exposer à l'Académie royale des beaux-arts, ce qui était assez difficile pour une femme à l'époque, à moins qu'elle ait un mari artiste. Les œuvres de Maria s'inspirent surtout de thèmes bibliques ou mythologiques. En 1784, Maria fait la connaissance de Pascal Paoli. Pascal Paoli, c'est l'ancien général de la nation corse, donc le dirigeant de la Corse indépendante. Parmi ses réalisations, il a surtout cherché à développer l'enseignement primaire et à développer l'agriculture. Il a aussi valorisé la langue corse et surtout, ce qui est méconnu, il a donné le droit de vote aux femmes. C'était quand même sous certaines conditions, mais dès 1755, les femmes ont pu voter si elles étaient veuves, si elles étaient célibataires ou bien si leur mari était absent ou parti à la guerre. En 1769, la France reprend le contrôle de la Corse et le général Paoli est forcé de s'exiler. Il choisit Londres. Lorsque Maria et Paoli se rencontrent, elle a 24 ans et lui en a déjà 59. On a souvent dit qu'ils avaient eu une relation amoureuse, mais en fait Paoli a plutôt été un mentor pour Maria. Ils pouvaient communiquer en italien ensemble, ils échangeaient des livres et ils parlaient de leur goût littéraire. Ils allaient aussi à la messe ensemble. Ils vont tous les deux correspondre pendant une vingtaine d'années. En 1786, Richard est invité à Paris par le prince Louis-Philippe d'Orléans pour peindre sa femme et ses enfants. Maria le suit. Maria est vraiment très éblouie par Paris. Elle rencontre d'autres personnalités comme le peintre Jacques-Louis David. Elle fait aussi la connaissance de Thomas Jefferson, envoyé des États-Unis à Paris. Et c'est le coup de foudre. Mais malheureusement, les bons moments ont toujours une fin. Et Maria doit retourner à Londres avec Richard. Dans une lettre adressée à Jefferson, elle lui confie sa profonde tristesse. Elle semble frappée par la dépression. En compagnie d'amis partageant les mêmes idées et pratiquant un peu les beaux-arts,
On peut souvent échapper à la mélancolie, mais on ne trouvera jamais le vrai bonheur. Ici, tout est tranquille, silencieux et sombre. Aucune cloche ne sonne pour annoncer une fête, une messe ou un gala. Maria critique aussi l'atmosphère londonienne. Elle trouve que c'est une ville pleine de vices, d'oisiveté et de jeux. En 1790, Maria donne naissance à une petite fille, Luisa Paolina. Paolina en hommage à Pascal Paoli, qui est d'ailleurs son parrain. L'accouchement est difficile et un mois à peine après la naissance de sa fille, Maria quitte Londres et s'enfuit en Italie. D'un point de vue moderne, on pourrait dire qu'elle a souffert de dépression post-partum et c'est d'ailleurs ce que nous dit Paul-Michel Villa dans son livre L'autre vie de Paoli. Le 1er mars 1793, Maria entre dans un couvent à Gênes et elle y reste 18 mois avant de rentrer à Londres. À son retour, elle décide de prendre en charge l'éducation de sa fille. Elle n'a jamais été très maternelle, elle est souvent dure avec cet enfant. Paolina n'a par exemple pas le droit de lire des contes de fées ni de jouer à la poupée. Maria se montre parfois violente, ce qui crée des disputes avec son mari. Quelques années plus tard, Paolina décède à l'âge de seulement 6 ans après une forte fièvre. Maria est très malheureuse et s'enferme dans sa chambre. On peut penser qu'elle éprouve peut-être des regrets. Quelque temps plus tard, en 1801, Maria a un nouveau projet, un projet très ambitieux. Elle veut reproduire les peintures exposées dans la grande galerie du Louvre. Il y aurait un système d'abonnement. Les gens payent une certaine somme et en échange, ils reçoivent la série de tableaux qu'ils ont demandé. Parmi ses premiers abonnés, on peut compter son ancien amoureux Thomas Jefferson, qui est désormais devenu président des États-Unis, le prince de Galles et des membres de la famille Bonaparte, Napoléon en personne, sa femme Joséphine, sa mère, son frère Lucien et son oncle Joseph Esch. Maria se lie d'ailleurs avec Joseph Esch. Joseph Esch, c'est un prêtre et oncle de Napoléon, mais il est surtout intéressé par la mode. Il dépense énormément d'argent dans ses vêtements et dans sa voiture. C'est aussi un grand collectionneur d'art. Lorsque Napoléon reçoit les premières miniatures de la série, il est déçu, il les trouve trop petites et pas assez finies. Dans une lettre écrite à Fesch, Maria lui répond « L'éléphant est grand, mais ne devrait pas être notre modèle pour la forme ou le bon goût. Alexandre le Grand était petit, et Bonaparte n'est pas grand. Pourtant, on dit que ce sont de grands hommes. » Maria rencontre aussi des difficultés avec son associé, Monsieur Griffiths, et elle tente même d'entamer une procédure judiciaire. Son projet de reproduire en miniature les toiles exposées à la Grande Galerie s'avère être un échec. Son ami Joseph Fesch, que Bonaparte vient de nommer archevêque de Lyon, lui propose alors un nouveau projet, un projet dont elle a toujours rêvé, créer une école destinée aux jeunes filles. Maria devient donc directrice de cette école à Lyon. Elle a le projet d'inclure des jeunes filles qui sont issues de toutes les classes sociales. Il y aurait une première classe destinée aux jeunes filles riches qui recevraient un enseignement très complet avec de l'italien, de l'anglais, de la harpe, du chant. Ensuite, une deuxième classe réservée aux jeunes filles de la classe moyenne qui vont devenir institutrices ou qui vont épouser des commerçants. Et enfin, une troisième classe pour les plus pauvres, celles qui vont devenir gouvernantes ou domestiques. Leur cursus inclut des tâches ménagères en plus. C'est bien sûr une école très religieuse, mais on enseigne aussi l'histoire romaine, l'histoire grecque, l'histoire française. Maria met un point d'honneur à apprendre à ses élèves comment écrire des lettres, parce que au XVIIIe siècle, savoir écrire des belles lettres et entretenir une correspondance, c'était très important pour les dames. Néanmoins, Maria reçoit aussi quelques critiques. Le cardinal lui écrit « Je ne comprends pas comment vous pensez à élever des dames de la cour et pas des mères. Vous devez les animer de simples vertus chrétiennes, pas les instruire
des sublimes et toujours malheureux principes de grandeur et de mondanité. Aucune instruction n'est meilleure que celle d'une mère. Maria rencontre de nombreuses difficultés. Elle voulait reprendre un couvent de carmélites désaffectés, mais une procédure l'en empêche. Elle a des soucis avec la hiérarchie de l'église. Même si elle n'est plus vraiment proche de Richard, on lui reproche d'être mariée à un étranger et d'être mariée à un protestant de surcroît. Le maire de la ville veut aussi reprendre son établissement pour en faire une institution pour jeunes filles de la Légion d'honneur, ce qu'elle refuse. Malgré cela, Maria trouve un certain accomplissement en étant directrice de cette école. Elle écrit à Thomas Jefferson qu'elle est très heureuse d'être la mère de 60 enfants. Elle va d'ailleurs prendre sous son aile une de ses élèves, Annette, qui va un peu devenir comme une seconde fille pour elle, qui va un peu remplacer la fille qu'elle a perdue. Mais Joseph Fesch, celui qui était son protecteur, ne la soutient plus et à partir de 1810, Maria perd de plus en plus d'élèves. Des rumeurs circulent également. On dit que des garçons se sont introduits dans l'école, que des jeunes filles sont tombées enceintes. Maria abandonne finalement son école. Elle avait prévu de rentrer à Londres auprès de son mari, mais elle s'installe finalement en Italie, son pays de cœur. Le duc de Lodi lui propose de créer une école similaire à Milan, une école pour jeunes filles italiennes. Maria s'installe en Lombardie. Elle est accompagnée par Annette, son ancienne élève et sa protégée, qui est également devenue maîtresse d'école. Maria rentre ensuite brièvement à Londres et retrouve Richard. Celui-ci est au plus mal au point. Il a eu une attaque et son bras est partiellement paralysé. Maria lui apporte donc son aide. Lorsque Richard s'éteint en 1821, Maria organise une vente aux enchères avec ses tableaux. Ainsi, elle réussit à financer son école. Elle est finalement reconnue pour ses qualités de directrice. Elle rencontre notamment un succès à la cour d'Autriche. L'empereur François-Joseph Ier la nomme baronne en 1834. Elle s'éteint finalement en 1838 à l'âge de 77 ans. Dans son testament, elle laisse tous ses meubles, toute sa garde-robe à Annette et elle lui donne aussi une chambre au sein de son école. Donc voilà, je voulais vous raconter le destin vraiment très particulier de Maria Cosway. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À la prochaine vidéo et à très bientôt.